Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Merci d'être là, l'invité de la matinale député LFI de Seine-Saint-Denis. L'actualité, vous le savez, c'est la remise du rapport de Jean-Paul Delevoye. Dans un instant, quelques éléments, on en parle beaucoup et vous l'avez vu peut-être dans le débat il y a un instant, de l'inquiétude, notamment du côté des syndicats et déjà des appels à la manifestation pour la rentrée. Ça vous surprend ou on est encore, après 18 mois, dans une période de concertation ? Bon, ce qui va être annoncé, on va le voir tout à l'heure, manifestement ressemble à ce qui est dit depuis des mois. Monsieur Delevoye est un homme malin, mais il a consulté, il a bien compris que c'est un sujet extrêmement explosif. Il a essayé de déminer, mais voilà, au bout d'un moment, le désaccord reste parce que l'idée est quand même de modifier profondément notre système des retraites. Vous savez, tout à l'heure, j'écoutais votre débat, on dit qu'il y a 42 régimes de retraite, mais c'est légitime qu'il y ait 42 régimes de retraite. Par exemple, les militaires, il faut y toucher au régime de retraite des militaires. Le régime des policiers, on va y toucher. Les pompiers aussi. Les pompiers, voilà. Mais ça fait partie des régimes où normalement, mais chaque fois qu'on cite, oui, mais voilà, chaque fois qu'on cite, non, on dit non, celui-là, faut pas y toucher. Bah, donc, au bout d'un moment, non, mais que les Français comprennent que c'est pas une absurdité parfois qu'il y ait des systèmes de régimes différents, parce qu'il y a des métiers qui sont très durs, on travaille la nuit, on s'use, etc. C'est pas la même chose. Donc tout ça, faut arrêter d'agiter d'un seul coup l'épouvantail à moineaux. Donc le problème de notre système de retraite, c'est quoi? C'est qu'il y a un chômage de masse, d'accord, qui fait qu'il y a peut-être moins de cotisants. Donc soit on maintient, parce qu'on pense en termes après de projet de société, qu'il est bon qu'on parte pas trop tard à la retraite. Parce que je veux dire une petite chose, l'âge moyen en bonne santé dans ce pays, il est à 62,6 ans. Et il baisse un peu. Et si on part de plus en plus tard à la retraite, parce qu'en dernière analyse, c'est ça que va dire monsieur Delevoye, il va dire, je touche pas à 62 ans, voire plus. Voilà, je touche pas à 62 légalement, mais enfin en gros c'est 64 ans. Ça veut dire que la moitié des gens qui partent à la retraite désormais, la moitié ne seront pas en bonne santé. Bon, moi, vous, quand vous partirez à la retraite, je souhaite quand même que vous profitiez de vos années en n'étant pas particulièrement déglingué. Bon, c'est pas inconcevable. On est un grand pays. Est-ce qu'on peut... Bon, donc la question de l'âge de la retraite, y compris le fait qu'on vive plus longtemps, dépend aussi du nombre d'années qu'on a travaillé. Oui, mais il y a une équation, Alexis Corbière, qui est compliquée quand même. C'est-à-dire de moins en moins de gens qui cotisent pour de plus en plus de gens qui sont là. Soit on arrive à régler le problème de faire reculer le chômage, soit éventuellement on élargit l'assiette de cotisation. On dit, alors on va voir, est-ce que c'est inconcevable qu'il y ait des choses aujourd'hui qui ne cotisent pas dans le système de retraite, qui y cotisent? Je veux dire en gros mots... C'est-à-dire, tiens, par exemple... Non, qui devrait cotiser, qui ne cotise pas? Je vais dire une chose que, vraiment, pour être très provocateur. Hier, j'ai vu que M. Bernard Arnault, tant mieux pour lui, voilà, il est devenu deuxième fortune mondiale. Il a gagné en 6 mois 39 milliards d'euros. 39 milliards, c'est l'équivalent de ce que coûtent en une année les retraites des fonctionnaires. Ce que je veux dire, je ne vais pas accabler M. Arnault, mais il symbolise à lui tout seul le fait que peut-être, dans ce pays, il y a des fortunes, des gens qui peuvent plus cotiser. Voilà. Alors que ce que j'ai vu dernièrement, c'est qu'à l'inverse, la logique économique de ce gouvernement, c'est dire qu'il faut baisser l'impôt sur la grande fortune, etc. Il faut alléger les cotisations des entreprises, notamment des grands groupes. Je cite souvent l'exemple de Carrefour. On leur a dit qu'il faut payer moins de cotisations, ils vont embaucher. Ils licencient. Bon, il y a peut-être des choix économiques qui doivent être revus parce que derrière ça, bien sûr que c'est des choses très importantes, mais quel projet de société? Est-ce que face à cette accumulation de richesses par quelques-uns, on dit on s'en fiche, et puis on va finalement faire travailler plus longtemps les gens, et là les pauvres gens, je dis les pauvres gens, ceux qui bossent, vraiment, ils vont 62, 63, 64, voire même 65 pour avoir une retraite un peu correcte. C'est un type de société que j'aime pas. Parce que derrière, après, c'est des retraités pauvres. C'est aussi des gens, quand ils partent à 62 cassés, ils vont prendre un petit boulot à côté parce qu'il faut compléter la petite retraite, etc. Ça c'est de plus en plus. Et dans d'autres pays, moi, je veux dire, quand je vais aux États-Unis, souvent, je vais pas souvent, sans aller aux États-Unis, aller en Allemagne. Vous allez au musée aux États-Unis, c'est des gens âgés. En France déjà, c'est plus près de nous. Je trouve pas ça génial. En Allemagne, vous avez aussi des gens qui ont 2, parfois 3 boulots. L'autre jour, j'ai vu un retraité, quelqu'un qui avait 70 ans, qui était sur un vélo Deliveroo et qui complétait sa retraite. Je ferme la parenthèse. C'est ça qu'on veut comme société. Alexis Corbière, on a quand même le sentiment. Il y a eu les Gilets jaunes, la convulsion Gilets jaunes, avec un mouvement qui a véritablement poussé le gouvernement dans ses retranchements. Tout semble retomber dans l'ordre, en tout cas pour le gouvernement. Quelle est la capacité? On a le sentiment maintenant que le gouvernement avance comme un rouleau compresseur, que rien ne peut tout à fait l'arrêter. Quelle est la capacité des forces politiques, de la gauche précisément, et des syndicats à s'opposer à cette réforme? On a le sentiment, au fond, qu'il y a une forme de fatalisme. D'acceptation, et qu'au fond, cette grande rentrée sociale, cette grande mobilisation que vous appelez, finalement, elle n'arrivera jamais. Alors, bon, moi, je roule pas des mécaniques, grande mobilisation, j'en sais rien. Déjà, la première... Non, mais parce que vous avez bien raison. C'est quelque chose que Jean-Luc Mélenchon voulait, qui n'a pas du tout fonctionné. Les syndicats sont complètement déplumés, on le voit bien. Françoise Delevoye. Premièrement, la première chose, et je vous en remercie, c'est déjà, on explique, on discute.
M. Delevoye va présenter un rapport, il y a des arguments qui sont donnés, moi je donne les miens, et puis après les Français jugent. C'est important parce que ce moment de pédagogie, ce que je disais tout à l'heure, il est On est important. encore dans la pédagogie. Voilà, parce que c'est pour ça que j'avançais l'argument de 42 régimes, on dit ça, il faut... Mais déjà, c'est pas illégitime, et deuxièmement, on les aligne sur quoi? Vers le bas ou vers le haut? C'est des petits sujets. Et puis on nous dit, oui, mais l'argument de M. Lorenzi tout à l'heure, c'est 14 points du PIB, on peut peut-être élargir aussi l'assiette de cotisation. Bref, tout ça, c'est des éléments de Non, discussion. il ne disait pas qu'il était contre l'élargissement. Non, mais Il disait, j'entends... Là aussi, lui aussi disait, c'est une volonté politique, il faut le décider. Non, mais la d'abord... question de la valeur du point qui va Non, mais calculer après, le ça c'est point, très etc. important parce que Voilà. le système de points, c'est vous connaîtrez pas la valeur du point. Il dépendra, selon votre classe d'âge, du nombre de gens vivants. En gros, vous avez intérêt à ce que dans votre classe d'âge, il y ait beaucoup de gens qui meurent, qui est cotisé et qui meurent. Voilà. Franchement, c'est pas terrible. Comme Vous parliez de la la capacité- tout à l'heure, oui, il y a mieux. Sur la capacité de Alors, mobilisation. voilà. Bon, on va voir. Premièrement, les organisations syndicales appellent les gens de mobilisation, tant mieux. Nous, sur le plan politique et aussi sur le plan social, évidemment, on a, et moi je suis favorable à ce qu'il y ait des mobilisations. Ensuite, moi, je pense qu'on n'est pas dans un pays de résignation. Quel que soit ce qu'on pense du monde des Gilets jaunes, démontre que dans ce pays, il y a une protestation qui prend des formes en plus qui n'ont pas envie d'être derrière les partis politiques, pas derrière les syndicats. C'est une force et une faiblesse aussi. Bon, ceci dit, le mouvement des Gilets jaunes, peut-être qu'on l'abordera, parce que certains ont voulu, en quelque sorte, comptabiliser ce mouvement. Il a aussi rapporté des choses aux Français. Il n'a pas été comme mouvement de défaite. Il y a quand même eu des choses. La baisse de la CSG, elle a été... Mais est-ce que vous croyez, en gros, ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'un mouvement des Gilets jaunes, ou en tout cas une levée, une fièvre sociale, peut, comment dirais-je, se repartir en septembre? Le sentiment qu'on a, c'est que je vais vous faire les une Français réponse, sont un pardon. peu dans l'acceptation. Comme dire l'autre, je ne l'exclus pas et je le souhaite. On va voir, on va y travailler. Après, il n'y a pas d'autoproclamation, il faut donner des arguments, mais il y a de quoi effectivement se mobiliser parce que je pense que c'est une mauvaise réforme. Alexis Corbière, plein d'autres sujets encore. Très rapidement, je voudrais votre réaction. Il y en a eu peu, d'ailleurs, dans la presse et puis surtout dans la classe politique. La Cour de cassation, hier, qui valide les textes et les accords, surtout en vigueur, pour les licenciements abusifs. La Cour de cassation qui dit OK, je ne vais pas reprendre vos mots, à Emmanuel Macron. Je le regrette. Voilà, moi je pense que tout ça, cette réforme, c'est des éléments de la réforme Pénicaud, de faciliter les licenciements dans ce pays. Il y a beaucoup de licenciements, oui, il dit abusifs, et c'est une mauvaise chose. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Ça démontre, c'est le monde de Macron. Voilà, et je regrette d'ailleurs que la Cour de cassation, je l'ignorais ce que vous m'annoncez. J'ai passé la nuit dans le débat sur le CETA. Mais j'entends bien. C'est une mauvaise chose. C'est des licenciements abusifs, c'est des licenciements hors la loi. Que les choses soient claires, parce que souvent les patrons nous disent, il y a quand même aujourd'hui le code du travail déjà permet des licenciements, mais là on parle de licenciements qui ne respectent pas la loi. Ça veut dire quoi? Validation des que textes des femmes de enceintes 2017. sont licenciées, que des gens qui ont des protections sociales de représentants du personnel sont licenciés. C'est ça dont on parle, et c'est pas une bonne chose de créer ce type de jurisprudence, si je puis dire. De nivellement vers le bas. Pour le CETA, vous avez une victoire. L'opposition dans son ensemble, vous avez une forme de victoire. Vous avez Vous dites sur le vote solennel. Sur le vote solennel, finalement, Oui, vous obligez, c'est symbolique, mais voilà, vous obligez. On n'était pas rentré comme Alors, ça dans la session de l'Assemblée nationale. Il y aura mardi prochain un vote solennel. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette motion, elle a manqué de passer à quelques voix et que vous obteniez le vote solennel? Qu'est-ce qui s'est passé? Que ceux qui nous écoutent comprennent bien, c'est-à-dire que plutôt qu'un vote qui devait avoir lieu hier, il y aura un vote solennel mardi. C'est un vote qui permet que les 577 députés, qu'ils soient présents ou pas, c'est-à-dire on peut porter des procurations, puissent voter. Moi, ce que je trouve bien, ça change pas fondamentalement, mais ça solennise quand même l'importance de ce traité. On peut être pour, on peut être contre, mais c'est un traité très important, 1500 pages, qui va concerner un échange avec le Canada, qui selon moi n'est pas bon, parce que la manière dont nos amis canadiens, notamment sur la viande. Notamment sur la viande, mais pas seulement. Il y a aussi l'idée des tribunaux d'arbitrage, c'est-à-dire qui peuvent condamner éventuellement des États et condamner la France. C'est quand même une idée, j'aimerais que les Français comprennent. C'est-à-dire que la souveraineté de la France peut être remise en cause par des tribunaux d'arbitrage. Bref, tout ça, c'est des sujets lourds, à tel point qu'hier soir, moi, je suis intervenu en disant... Dans un domaine crucial pour la France. Évidemment, ça va rapporter très peu. C'est le grand déménagement de la planète qui continue. C'est-à-dire qu'on va accueillir Greta Thunberg, vous savez, l'adolescente, pour dire vive l'écologie, et en même temps, on adopte un traité... C'est le paradoxe de l'écologie dans ce pays. Voilà, non mais de ce gouvernement. Et moi, c'est la raison pour laquelle hier soir, parce que j'ai demandé au nom de mes amis, c'est qu'il y a un référendum sur un sujet comme ça. On peut être pour, on peut être contre, mais les Français, ça peut pas être le 17 juillet dans le dos des Français, en sachant pas trop ce qui se passe, que des choses aussi importantes que ça sont mises en place. Et quand je dis ça, pas de caricature, je suis pour qu'on échange avec le Canada, c'est pas le problème. Mais est-ce qu'il faut baisser toutes les barrières douanières? Est-ce qu'il faut que notre exigence du point de vue des produits, notamment qui sont utilisés, des différentes farines animales qui sont utilisées par les agriculteurs canadiens, qui fassent rentrer des produits en France alors que nos agriculteurs n'ont pas les mêmes règles, etc., etc. Non, c'est un traité, une fois de plus,
de ce que je qualifie de grand déménagement de la planète, qui fabrique beaucoup d'un point de vue écologique qui n'est pas bon. Pardon, excusez-moi. Non, mais vous avez raison, vous allez voir, c'est normal, on ne trouve pas forcément toujours ces mots. Je vais vous parler d'exemplarité, on va en parler, on ne va pas revenir notamment sur l'ensemble des détails concernant un ministre qui a démissionné, qui a été d'ailleurs remplacé par une autre ministre. Tiens, c'est un bon choix d'ailleurs, Elisabeth Borne. Moi, je fais pas, c'est pas un problème de personne. C'est-à-dire, Madame Borne est dans le gouvernement. Non, c'est 2 casquettes pour un ministère, vous venez d'en parler, qui après, est important. Au niveau com, on pourrait dire il y avait un ministre d'État, il n'est plus ministre d'État, donc l'écologie. Bon. Mais surtout, Madame Borne n'est pas connue, je ne veux pas lui faire injure, je suis en désaccord total avec elle, mais n'est pas connue comme étant quelqu'un qui a manifesté des convictions écologiques jusque-là. Elle s'est même fait un peu égratigner plusieurs fois parce qu'elle avait dit qu'elle préférait une ligne d'avion plutôt que le train, alors qu'on sait très bien que l'avion est beaucoup plus polluant. Bon, elle ne s'est pas vraiment battue pour que sur la ligne Rungis-Perpignan, les camions, les 25 000 camions puissent revenir sur cette ligne, à tel point que j'ai viens d'apprendre aujourd'hui que cette ligne... Elle va réouvrir, hein, mais après l'été. Enfin bon, les pouvoirs publics, sous son autorité, n'ont pas pris des mesures... Elle vite depuis le début de la semaine. Oui, non, mais c'est une aberration. Ben, les pouvoirs publics auraient dû prendre des mesures en disant on arrête ces camions qui circulent, etc. C'est toujours pareil. Hein. Bon, donc elle n'a pas vraiment de conviction. Je veux dire, c'est une grande techno qui va exécuter ce qu'on lui dit de faire. En gros, bon, voilà, c'est pas un choix qui démontre. Je veux dire, à travers M. Hulot, voire même de Rugy, d'une certaine façon, il y avait un peu l'idée que c'était un écologique qui prenait les choses en main. Là, ce ne sera plus le cas. La presse, investigation ou tribunal politique ? Non, mais il faut que la presse fasse son boulot. Moi, je critique la presse. On a le droit de critiquer la presse. J'ai le droit de vous critiquer. Je pense que Mediapart, par moment... D'ailleurs, la presse vous a cherché aussi. Mais bien sûr, bien sûr. Mediapart est terrible avec la France Insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon. Mais on peut critiquer le fait qu'ils feuilletonnent un peu leur histoire. Ouais. Moi, je trouve que, honnêtement, s'ils ont des éléments pour M. de Rugy ou n'importe qui, y compris à mon sujet, votre sujet, oui. Voilà, bon, on sort tout, au moins on en parle, mais le truc un peu, je te fais cuire à feu doux, honnêtement. Bon. Il y a un petit temps de vérification d'infos quand même. Non, mais la réalité. Mais au-delà de ça. Vous défendez Mediapart. Au-delà de ça, il faut défendre. Non, mais il faut défendre, parce que je défends pas Mediapart. Je défends quand même le journalisme d'investigation. Très bien. Je veux dire, c'est pas, on a le droit. Après, on peut trouver ça désagréable, on peut trouver parfois que c'est mal fait, que ça a un ton un peu d'inquisiteur, donneur de leçons. Mais en même, la critique que j'ai entendue parfois sur certaines chaînes d'infos, on va dire au sens général, qui était en gros de dire donnez vos sources. Il faut se calmer. Les journalistes ont le droit quand même de faire un travail d'investigation. Après, sur le truc de Rugy, il y avait des sujets, moi, qui me semblaient effectivement choquants. Il y avait des trucs que je ne comprenais pas pourquoi on les reprochait. Bref. Qu'est-ce que vous voulez demander? Et puis, il ne faut pas quand même que les politiques soient trop sélectifs quand même quand la presse les intéresse d'un côté et pas de l'autre. Non, mais attendez, on s'est souvent fâché avec la presse. Attendez, je vais dire un mot. Oui. C'est le conseil de déontologie. Jean-Luc Mélenchon se fâche régulièrement avec la presse, tout le temps même. Mais il faut. Enfin, je veux dire, c'est vous aussi qui faites l'opinion. Je veux dire, vous avez plus de poids bien souvent que des hommes politiques. Le nombre de gens qui votent en fonction de ce qu'ils ont vu à la télé, on leur distribue pas un tract, on ne voit pas de militants. Donc vous jouez un rôle important d'un point de vue démocratique. Donc moi, je viens volontiers. Pourquoi je viens vous voir aujourd'hui? C'est parce que je pense que c'est important, sinon je vous aime bien. C'est une forme de débat. Voilà, puis les gens, il y a des gens qui m'écoutent, donc c'est important quand on fait de la politique. Donc vous jouez un rôle important. À partir de là, nous participons, et je vous en remercie, au débat que vous organisez, et nous avons le droit aussi de dire la manière dont le débat est organisé, la manière dont ça s'appelle est discutable, et vous avez le droit de me critiquer, et c'est la démocratie. Je crois, voilà, j'allais dire, ça s'appelle la démocratie. Voilà. Quand la presse fait son boulot, nos confrères du Point, Françoise de Gouin en a largement parlé dans son édito ce matin, et relate les propos de Benjamin Griveaux sur ses petits camarades. Ça sent mauvais, les municipales à Paris, ça vous plaît pas ce qui se passe? Deux aspects. L'autre, c'est Benjamin Grivois, on le savait déjà. Hein, c'est un grossier personnage, arrogant, franchement, je vais dire tel que je le pense. Mais une fois qu'on a dit ça, ce qu'il dit à devant des militants, que ce soit rapporté dans la presse, bon, et qu'en plus, ce soit a priori, ce seraient les militants qui auraient rapporté à la presse. Oui, non, mais il l'a sans doute dit apparemment. Bon, c'est pas passionnant comme sujet, mais qu'il soit comme ça, extrêmement arrogant, ça c'est aussi... comment dirais-je, la Macronie dans toute sa splendeur. Donc c'est un mauvais casting pour Paris, non mais est-ce que c'est un mauvais casting pour Paris? Parce que vous avez votre regard sur la capitale. Attendez, non mais moi, quand on est macroniste, c'est le macroniste de référence, sous cloche. Il faudrait le mettre sous cloche et le visiter. Le macronisme, c'est ça. C'est quelqu'un qui a été socialiste à un moment donné, qui a fait du conseil, du lobbying pour Unibail. C'est quand même un homme qui fait du lobby pour un grand groupe privé. C'est Strauss-Kahnien, Voilà, c'est un Strauss-Kahnien. Voilà, donc c'est vraiment le vieux monde dans toute sa splendeur et qui vient vous expliquer
critiquer aujourd'hui, je ne sais trop quoi d'ailleurs, avec des arguments. Moi, je suis pas d'accord avec Madame Hidalgo, mais lui, c'est souvent de mauvaise foi les critiques qui sont portées. Et en plus, il a un regard vis-à-vis de ses propres camarades, on le voit bien, qui est pas très sympathique. Après, une fois qu'on a dit ça, le désaccord que j'ai avec Benjamin Griveaux, c'est pas qu'il soit arrogant et un grossier personnage, c'est sur le fond politique. Voilà. Sur le fond politique, ça va se passer comment pour la France insoumise à Paris? Une liste de Oui, Daniel on travaille à Simonet? une liste. Il y a notamment Aucun accord possible avec la maire de Paris? Non, mais à ce stade, il faut qu'on défende nos idées. La maire de Paris, elle cherche en plus différents périmètres, on va dire, d'alliance. Dont je ne sais pas très bien. Vous savez, moi j'ai pris l'habitude finalement qu'il y a des moments, surtout dans ces moments de crise, il faut faire simple, je veux dire, avancer sur nos idées. Ce qui est important, c'est notre projet, ce que nous avons à dire. À Paris, c'est une ville extrêmement chère, on le voit bien, c'est de plus en plus difficile d'y vivre, je le vois bien, le mouvement, moi qui suis en Seine-Saint-Denis, je suis typique, j'ai habité à Paris, 3 enfants, au bout d'un moment, tu es obligé de partir quasiment parce que tu peux plus vivre, les loyers sont intenables, si tu n'as pas 2 salaires, tu t'en sors pas, tout est cher. Bon, c'est ça la préoccupation, il faut donc plus de services publics, des espaces de gratuité et aussi une écologie réelle. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Alexis Corbière. Au fait, il va bien, Jean-Luc Mélenchon? Il va très bien, mais là, il est dans une tournée de conférences au Mexique. Et il sera accueilli par le président mexicain. On peut suivre tout ça sur son blog. Et voilà, ça lui fait du bien parce que vous le savez, c'est aussi un intellectuel, un homme qui écrit, qui a une réflexion sur le monde. Et il a besoin de se reposer et de voyager, c'est ça? Là, pour l'instant, il bosse, mais après, il se reposera. Merci beaucoup, Alexis Corbière, d'avoir été avec nous sur ce plateau. La météo.